Donc bonjour à tous, ce cours est sur les récepteurs sonores. Alors petit 1, on va contextualiser un petit peu, c'est-à-dire où se situe le récepteur sonore. En général, il se situe dans une chaîne qui comporte un récepteur. Alors tu vois qu'ici, j'ai dessiné un microphone. Il pourrait y avoir d'autres types de récepteurs. Ce récepteur est relié en général à un amplificateur. Et alors ici, j'ai mis un émetteur. Est-ce que c'est tout le temps un émetteur? Pas forcément. On peut penser à la place ici à un système de stockage du son, type ordinateur, etc. Bon, là, je matérialise une chaîne un peu directe qu'on peut retrouver dans des concerts, récepteur, amplificateur, émetteur, avec des gros haut-parleurs devant la scène. Donc ensuite, les récepteurs. Alors, le plus évident, le plus naturel, c'est l'oreille. Alors lui, ce récepteur un petit peu particulier, puisqu'on l'a tous, fonctionne normalement de 20 Hz à 20 kHz. Alors après, il y a des médecins qui ont étudié plus précisément la réponse de l'oreille en fonction de la fréquence. Donc je vous rappelle qu'un son grave, c'est des petites fréquences, et un son aigu, c'est des grandes fréquences. Alors 20 Hz, c'est un son extrêmement grave, que je serais incapable de refaire là devant vous, et 20 kHz, extrêmement aigu. Donc ce qu'on voit, donc là c'est tiré des courbes de Fletcher et Manson. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont tracé différentes courbes en fonction de situation. Par exemple, ici cette expérience, c'est on va demander à un candidat de dire quand il perçoit le son. Et cela pour différentes fréquences. Donc d'abord on commence par une fréquence grave, et on va augmenter le son. Et à l'instant où la personne l'entend, on relève la valeur, etc., etc. Et alors, ce dont tu peux t'apercevoir, c'est, en ordonnée, c'est le niveau sonore, ça représente la puissance du son. Tu vois qu'en fait, en fonction de la fréquence, le seuil de sensibilité, le seuil d'auditibilité n'est pas forcément le même. On voit par exemple qu'à basse fréquence, il faudra plus de puissance pour que ce soit entendu. Alors que ici, là, on a un pic entre 1000 et 10 000 Hz. On voit qu'ici, le niveau est très faible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un grand niveau pour l'entendre. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'oreille n'est pas si simple que ça et n'a pas une réponse absolument plate. On n'entend pas de la même manière toutes les fréquences. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir ces courbes. Alors ensuite, un deuxième récepteur que vous connaissez bien aussi, c'est le microphone. Alors là, on va l'étudier un petit peu plus en détail, on va étudier sa sensibilité, donner une définition d'ailleurs au passage de ce que c'est, de la réponse et de la directivité d'un microphone. Alors déjà, la sensibilité, tout de suite j'ai écrit l'unité, parce que ça peut me paraître un peu naturel. Pourquoi? Parce qu'un microphone, c'est un objet, on va le détailler plus tard, mais ce qui fait ressortir, c'est un fil électrique. Donc ce qu'il va y avoir en sortie, c'est une tension. Et ce qui est en entrée, ce qui mesure, c'est un son. C'est-à-dire, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est la surpression. Donc la sensibilité d'un microphone, c'est combien il est capable de délivrer de volts en fonction de la pression, par Pascal. Donc la sensibilité, là, c'est normal qu'elle soit en volts, bon en microvolts en fait, parce que c'est des toutes petites tensions, en microvolts par Pascal. Combien il va être capable de délivrer de volts par Pascal mesuré. Donc on rentre dans le détail. Alors le microphone. Donc petit 1, un schéma. Donc là, tu peux voir sur le schéma qu'en fait, pour simplifier, le microphone a une première membrane qui est reliée à une bobine, et cette bobine va pouvoir translater autour d'un aimant. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que la membrane bouge, et elle va bouger parce que les surpressions de l'air vont la faire bouger, c'est-à-dire le son va la faire se déplacer un petit peu, en se déplaçant, cette bobine se déplace sur l'aimant, et il y a un phénomène d'induction qui va créer du courant, et ce courant va sortir du microphone. Donc à partir d'un déplacement d'air, il va y avoir déplacement de la membrane et création de courant. Donc on a bien relié le son et du courant. Alors ensuite, la sensibilité du microphone. Mais la sensibilité, c'est ce qui relie justement la tension de sortie et la surpression. Donc on en avait discuté précédemment, et je vous avais expliqué pourquoi du coup c'était en microvolts par Pascal. Microvolts ou volts. D'ailleurs, l'unité, normalement, l'unité standard, ça va être des volts par Pascal. Mais en général, comme les tensions sont faibles, on se limitera à des voltages tellement faibles qu'on utilisera les microvolts. Alors, question, est-ce que plus la sensibilité est grande, mieux c'est?
Ça dépend un petit peu des applications. C'est-à-dire, le problème d'avoir une grande sensibilité, c'est aussi que vous allez être en mesure de mesurer tous les petits bruits annexes. Donc par exemple, imaginons, là je suis en train de vous parler, imaginons qu'il y a de l'eau qui coule dans un tuyau à côté. Si le microphone qui est en train de m'enregistrer est trop sensible, non seulement il va entendre ma voix, mais en plus, il va entendre le bruit de l'eau qui est en train de couler. Il va le faire ressortir. Alors que peut-être, là, dans ce cadre-là, j'ai intérêt à avoir un microphone peu sensible qui se contente d'enregistrer ma voix parce que je suis juste à côté et que je suis beaucoup plus fort en termes de puissance que le son de l'eau qui coule. Par exemple, donc, la sensibilité, ce n'est pas forcément tout le temps un avantage qu'elle soit importante. Ensuite, la directivité. Alors ça, c'est une autre caractéristique du micro. C'est est-ce qu'il est directif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le microphone, il enregistre un son qui vient de la gauche, de la droite, de devant ou de derrière? Alors pour représenter ça, on représente la directivité d'un microphone dans un diagramme polaire. Alors regardez, là il y en a deux. Donc le diagramme polaire, on commence par tracer un axe, un peu comme si on allait tracer une courbe. En haut de l'axe vertical, ça représente l'avant du microphone. Le microphone est ici, à l'origine, et du coup en bas, c'est l'arrière. Donc là, tu comprends qu'ici c'est la gauche, et là c'est la droite. Idem ici, avant, arrière, gauche, droite. Alors maintenant, qu'est-ce que représente ce cercle rouge ici? Mais ce qu'il faut voir, c'est que la distance à laquelle un point est du centre représente à quel point mon système va être capable de mesurer, à quel point il est sensible. Plus je suis loin, plus je reçois le son, plus je perçois le son. C'est-à-dire que quand j'ai une source qui est à l'avant de mon microphone, elle va être bien perçue. On le voit parce qu'ici, on est à une distance importante. Quand je suis à droite, pareil. Si jamais la source est à l'arrière du microphone, idem, et à gauche, idem aussi. Donc en fait, ça, là, ça représente par exemple un micro qui enregistre à la fois aussi bien à l'avant, à droite, à gauche et à l'arrière. C'est un micro dit omnidirectionnel. Alors il existe aussi d'autres types de micros, avec des formes un petit peu qu'on appelle cardioïdes. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, il va être sensible à des sources sonores qui sont devant lui. Vous voyez que par exemple, si la source sonore est à l'arrière, il enregistre quasiment rien. À gauche non plus, pas tant que ça. Alors ça va être un microphone qu'on va installer pour prendre le pouls dans une zone, c'est-à-dire on va entendre absolument tous les bruits dans toutes les directions. Alors que ça va être plutôt un micro qu'on utilise pour interroger une personne en particulier, celle qui est devant nous de préférence. Et du coup, on ne va pas entendre ni ce qui se dit à gauche, ni à droite, ni évidemment derrière. Et ensuite, la dernière caractéristique qu'il va falloir examiner sur un microphone, c'est sa réponse fréquentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être capable d'enregistrer toutes les fréquences? Vous voyez, c'est pas trivial. Est-ce qu'il va être à la fois capable d'enregistrer des basses fréquences, donc des sons très graves? Est-ce qu'il va être aussi capable d'enregistrer des sons très aigus? Donc on appelle ça faire l'étude de la réponse. Donc en abscisse, on a la fréquence du son, et en ordonnée, la tension à la sortie du microphone. Donc par exemple, comment faire pour obtenir cette courbe expérimentalement? Mais par exemple, vous prenez un petit générateur basse fréquence, que vous utilisez en TP, vous le branchez à un haut-parleur, et vous faites varier la fréquence, de 20 à 20 000 Hz. Et devant ça, vous mettez le microphone. Et là, vous regardez ce qu'il y a à la sortie du microphone. Ben, il se peut très certainement que vous mesuriez quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire qu'en dessous de 20 Hz, la réponse du microphone va être très mauvaise, la tension à la sortie va être très faible. Ensuite, ça va monter, ça risque d'être à peu près plat. À peu près, hein, il peut y avoir des petits mouvements, mais rien de dramatique. Et puis au niveau de 20 000 Hz, boum, vous allez voir diminuer la réponse, la tension aux bornes de votre microphone va chuter, et après va rester extrêmement faible. Alors, est-ce que ça vous paraît logique? Mais à quoi sert un microphone? À être un jour réinjecté dans des haut-parleurs. Or, notre oreille n'entend que entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc à quoi bon enregistrer des sons en dehors de cette fréquence-là? Puisque de toute manière, on ne les percevra pas. Alors à part des applications très particulières, ça ne sert à rien d'enregistrer avant 20 Hz et après 20 kHz.